La télévision est la plus grande victoire de l'image. Les maisons du monde entier se sont couvertes d'antennes. Elles seront bientôt 200 millions, ces antennes, semblant surgir des toits sous l'onde qui les arrose d'images. Images de l'événement, immédiates et fidèles, ou presque, puisqu'il leur manquait ce facteur de vérité essentiel, la couleur. Le monde vivant est en couleur, et son image ne peut être condamnée au noir et blanc. Mais pour diffuser aujourd'hui une image en couleur, il faut penser aux centaines de millions de téléspectateurs qui ne peuvent recevoir qu'en noir et blanc, et qu'il serait injuste de sacrifier. Ainsi, le programme en couleur, tel que le reçoit le téléspectateur muni d'un téléviseur couleur, le téléspectateur classique, équipé du noir et blanc, doit pouvoir le capter. C'est la première compatibilité imposée à la télévision en couleur. Quand le programme n'est transmis qu'en noir et blanc, on ne peut obliger le téléspectateur muni du téléviseur couleur d'allumer un téléviseur noir et blanc classique pour le recevoir. Il faut donc que le téléviseur couleur reçoive aussi le noir et blanc. C'est la deuxième compatibilité. La télévision en couleur, soumise à ces impératifs, va se servir des méthodes du noir et blanc. Comment fallait-il faire pour sauver, pour prévenir la rage chez ce petit garçon? Le tube analyseur de la caméra traduit d'abord l'image formée sur la cible photoélectrique en une réplique de la scène visée. Cette réplique, formée de charges électriques, correspond point par point à l'intensité lumineuse de la scène. Et c'est point par point qu'elle va être démontée par le faisceau d'électrons analyseurs, recueillant successivement les charges électriques comme s'il démontait un mur, brique par brique. À l'allure record, il est vrai, de 6 millions de briques par seconde. Ainsi se forme le signal vidéo, donnant à chaque instant la valeur lumineuse d'un point d'image. Quand il est transmis par radio, c'est la télévision. Pour reconstruire l'image à l'arrivée, chaque ligne de point est étiquetée par une impulsion repère de ligne, qui synchronise le balayage du tube cathodique de réception, où l'image se reconstitue toujours point par point. Plus grand sera le nombre de points par ligne, plus fine sera l'image. C'est la définition horizontale. Le nombre de lignes de balayage, 625 par exemple, caractérise la définition verticale de l'image. La télévision est au service de l'œil humain qui s'accommode admirablement de ces procédés. Il fusionne tous les points en une image unique. Comme au cinéma, la succession rapide d'images immobiles lui donne l'impression du mouvement. Une bonne nouvelle pour les automobilistes. Mais cet être humain est en couleur lui aussi. Les colorimétristes savent depuis longtemps analyser la structure des couleurs. Et le physicien Maxwell en a décrit les lois de façon intuitive avec son triangle des couleurs. Chaque point de couleur situé à l'intérieur de ce triangle naît d'une addition à dose variable des couleurs primaires rouge, bleu, vert. Au centre du triangle, un mélange additif à dose égale de rouge, de bleu et de vert donne le blanc de référence. La position d'un point par rapport au sommet du triangle figure la dose des primaires. Ainsi, un point turquoise comporte beaucoup de bleu, presque autant de vert et très peu de rouge. Un point jaune sera produit par du rouge, pas mal de vert et du bleu à très faible dose. Ces primaires constitutives, à plus ou moins haute dose, peuvent engendrer un signal électrique proportionnel dans 3 caméras qui seraient spécialisées chacune dans une teinte primaire, la rouge, la bleue et la verte. L'ensemble des 3 signaux électriques définissent conjointement le point de couleur. Si ce point de couleur se déplace dans le triangle, les signaux électriques vont varier, non pas indépendamment l'un de l'autre, mais suivant la loi même de la trichromie. La conservation des écarts entre les 3 signaux est donc essentielle
pour la reproduction des couleurs. Pour transmettre l'image en couleur, la première idée consiste ainsi à braquer sur la scène à téléviser 3 caméras identiques, chacune munie de son filtre, le rouge, le bleu et le vert. Chaque caméra analyse alors à pleine définition les images existant dans les 3 couleurs primaires, traitées comme des images indépendantes, chacune ayant sa brillance propre. Les signaux vidéo ignorent qu'ils correspondent à une couleur particulière. Ils peuvent attaquer 3 tubes récepteurs qui projettent l'image colorée fidèle obtenue par synthèse additive. La vitesse est limitée à 45 km/h entre la ville de Ce Sens. procédé de réception, encombrant et délicat, n'est en fait valable que pour de grands écrans professionnels et n'a pas sa place dans le récepteur individuel qui exige un tube unique. Le col de ce tube unique comporte 3 canons à électrons, dont chacun sera mis au service d'une couleur. Il n'est évidemment pas question de superposer simplement les écrans colorés. Ces écrans ont alors été fragmentés en de multiples points colorés, vert, bleu, rouge, juxtaposés à l'intérieur du tube sur sa face interne. Ces points colorés sont des corps luminescents réagissant dans leur couleur spécifique au choc des électrons. On les appelle des phosphores. Ils sont groupés en bouquets de 3 et l'écran en comporte près d'un demi-million. À distance normale, ces points se fondent ensemble pour donner une impression continue. Quand l'excitation des 3 phosphores du bouquet est égale, cette impression est celle du blanc. Quand les canons verts et bleus sont éteints, la plage est rouge, ou verte si les canons rouges et bleus sont coupés. Pour assurer cette excitation sélective par les canons, les inventeurs américains de ce tube, universellement adopté, ont ingénieusement disposé un masque perforé entre les canons et l'écran. Masque perforé d'autant de trous qu'il y a de bouquets. Ainsi, le canon affecté au rouge ne pourra tirer ses électrons à travers le trou qu'en faisant mouche sur le phosphore rouge. De même pour le bleu et le vert. L'image est reconstituée en permanence par le balayage des bouquets ligne après ligne. La dose exacte d'excitation des phosphores est réglée à tout instant par le signal primaire qui commande l'intensité du feu d'électrons de chaque canon dans sa couleur. En fait, ces canons sont constitués d'une cathode émettant les électrons et d'organes de contrôle, les véneltes, interposés sur leur trajet. Ces véneltes, faisant office de vannes, modèrent le débit des électrons suivant le signal électrique qu'on leur applique. Tel est le tube tricanon à masque qui reconstitue l'image couleur. Mais comment assurer la compatibilité à partir de l'un des signaux électriques primaires? Aucun ne convient en réalité pour former l'image noir et blanc sur un tube classique monochrome. On ne rendrait parfaitement compte de l'intensité lumineuse du sujet, ni par le signal rouge, ni par le bleu, ni par le vert. Il faut autre chose, il faut l'information de luminance. Quand le flux de lumière est important, le blanc est brillant. Quand il diminue, les couleurs s'assombrissent. Le blanc rejoint le noir en passant par la gamme des gris. Un point de couleur subissant ces variations fera varier les signaux électriques, mais ils varieront tous les 3 proportionnellement au changement d'intensité lumineuse. Il existe donc un signal commun aux 3 caméras. Ce signal commun va pouvoir être disjoint des signaux primaires propres à chacune des caméras. Il définit l'intensité lumineuse de la scène colorée et porte ainsi en lui une information de toute première importance, l'information de luminance qui a plusieurs rôles à jouer. À partir des 3 signaux primaires, l'élaboration du signal de luminance, désigné par le symbole Y, demande un peu d'arithmétique. La simple addition des 3 primaires serait maladroite, car la réponse de la rétine au flux coloré est telle que c'est la lumière dans le vert qui apporte au cerveau l'impression subjective maximum. Celle du rouge, une impression moyenne. Celle du bleu, enfin, une impression faible. Le signal électrique de luminance est donc mieux donné par la somme pondérée de signaux primaires dont les coefficients traduisent l'effet subjectif réel.
La somme de ces coefficients est égale à l'unité. Ce signal de luminance, dès lors parfaitement analogue au signal de la télévision classique en noir et blanc, pourra très bien alimenter un récepteur noir et blanc. Voilà maintenant respectée la première loi de compatibilité grâce à ce signal de luminance élaboré à partir des signaux primaires. Mais, à côté de ce premier rôle, le signal de luminance Y en tient un autre fondamental dans la transmission de l'image en couleur. Ce rôle est celui d'un pilote, d'un garde-fou qui indique à chaque instant au récepteur la somme des trois primaires à ne pas dépasser pour ne pas fausser par rapport à la scène originale la quantité de lumière fournie au téléspectateur. Comptable qui veille en permanence à la fidélité de l'addition, le signal de luminance va permettre de réaliser une première économie. Puisque le signal de luminance porte une dose connue de chacun des signaux primaires, il serait superflu de transmettre simultanément au récepteur les trois signaux primaires. Si on renonce à transmettre le signal primaire vert, par exemple, le récepteur ne recevra naturellement aucune information directe dans le vert. En revanche, si, du signal de luminance Y, il soustrait, après les avoir pondérés, les signaux rouges et bleus qu'il reçoit en permanence, le récepteur saura reconstituer le signal vert manquant. Les trois signaux primaires sont ainsi tous obtenus et prêts à attaquer le tube. Ce calcul électronique s'opère à la réception de façon continue, dans une matrice, et le signal vert sort en permanence. Trois signaux, celui de luminance et ceux de couleur, sont donc transmis. Mais affecter trois émetteurs distincts à chacun serait parfaitement impraticable. L'espace radioélectrique, déjà fort encombré, n'admettrait pas un tel gaspillage de fréquences. D'autres économies sur le contenu des signaux sont heureusement possibles, car l'œil est de connivence avec l'ingénieur. L'œil ignore en effet la couleur des détails très fins dont il ne perçoit plus que l'intensité lumineuse. Les nuances exactes de ces trois fils, bleus par exemple, n'apparaîtraient vraiment à l'œil que sur de grandes surfaces. Or, ce qui échappe à la vision naturelle, il serait vain de chercher à le transmettre. Les détails très fins, c'est au signal de luminance élaboré à partir des primaires à haute définition fournis par les caméras qu'incombe leur transmission. Les signaux primaires seront donc soulagés de cette mission d'information. Le signal de luminance Y est soustrait du signal rouge et aussi du signal bleu, opération qui donne naissance à deux signaux dits de chrominance. La réduction de la finesse d'analyse de la chrominance se traduit par la possibilité de comprimer à l'aide de filtres au départ la bande de fréquence que tout signal emprunte au spectre radioélectrique autour de sa fréquence porteuse. Les lois de l'information sont en effet inexorables. Plus l'image est fouillée, plus large est la bande de fréquence que nécessite sa transmission correcte. C'est le prix à payer dans l'espace radioélectrique. Avec sa haute définition, l'image de luminance est largement servie par une transmission à large bande. L'image de chrominance se satisfait d'une définition plus basse. On se trouve toujours à la tête de trois signaux qu'il s'agit de transmettre sur un émetteur unique. La technique téléphonique éprouvée des fréquences sous-porteuses va résoudre ce problème apparemment insoluble grâce au fait que les deux signaux de chrominance peuvent se transmettre à bande réduite. Articulées sur leur fréquence porteuse, ces bandes réduites sont encastrées dans la bande de grande largeur consacrée à la luminance à pleine définition. Les fréquences porteuses de chrominance seront regardées par la porteuse principale comme partie intégrante du signal de luminance, d'où leur nom de sous-porteuse. Des filtrages soignés, à l'arrivée comme au départ, empêcheront toute confusion, un peu comme les voix d'un chœur fondu dans un ensemble vocal unique, gardent leur fréquence propre, facilement identifiable. Les sopranis chantent la couleur, l'ensemble, le noir et blanc. Deux sous-porteuses sont, semble-t-il, nécessaires. Mais l'électronique offrait encore des ressources et une seule sous-porteuse peut suffire, au prix, il est vrai, d'une double modulation simultanée de cette unique sous-porteuse
par les deux signaux de chrominance. Les signaux complexes de la télévision en couleur, rayonnés par un seul émetteur, sont reçus ensemble par le récepteur réglé sur la fréquence émise. À la sortie des divers circuits, d'amplification, filtrage, détection, le signal de luminance et les deux signaux de chrominance rouge et bleu se retrouvent à l'entrée d'une matrice qui fournira les trois signaux primaires, dont le vert. Une simple addition de la chrominance rouge et de la luminance à haute définition restitue le signal primaire rouge. De même pour le signal primaire bleu. Le vert exige au préalable le calcul de la chrominance verte à partir des trois signaux reçus. Ces additions de luminance injectent en permanence une haute définition au primaire, non plus celle qu'il possédait en propre, maintenant perdue par compression, mais cette haute définition collective portée par le signal de luminance. Ces opérations peuvent être transférées en grande partie dans les canons du tube. Les signaux de chrominance, rouge et bleu, sont envoyés directement sur les canons affectés à leur couleur. La matrice se borne à élaborer le signal de chrominance du vert, celui qui n'est pas transmis. Le signal de luminance attaque les cathodes des trois canons reliés ensemble. Les faisceaux d'électrons suivent l'intensité du signal de luminance, tous ensemble avec la pleine définition portée par celui-ci. Le signal de chrominance, appliqué au Vénelt, module le faisceau. La résultante finale et son intensité sont bien conformes au signal primaire. Quand il n'y a pas de couleur du tout dans l'image, comme dans cette robe, les signaux de chrominance s'annulent, ce qui n'est pas leur moindre avantage. Pour le vérifier, encore un peu d'arithmétique et même d'algèbre. Le signal de luminance seul commande les trois faisceaux tous ensemble. Les trois phosphores sont excités pareillement, ils reproduisent bien du gris. La réapparition de couleurs au sein de l'image déséquilibre ce tir égalisé, en ajoutant l'information de chrominance. L'image couleur se nourrit de luminance et de chrominance. Émis en télévision classique, ce bouquet deviendra gris. Le tube du téléviseur couleur ne reçoit plus maintenant qu'un signal vidéo classique pour alimenter ses trois canons. C'est la deuxième compatibilité. Les indéniables qualités de ces images ne doivent pas masquer les difficultés et les risques qu'il y a à transmettre deux informations aussi délicates que la couleur, quand elles se partagent la voie unique d'une seule sous-porteuse. La stabilité est essentielle. Il fallait explorer d'autres solutions. Le système proposé pour l'Europe s'y est attaché. Ce système transmet en un instant donné un seul signal de chrominance, par exemple celui du bleu. On voit qu'en possession de cet unique signal bleu, la matrice ne pourrait calculer les deux autres signaux de chrominance en rouge et en vert. Elle ne connaît que leur somme grâce au signal de luminance. Mais à la réception, ce signal unique bleu est dédoublé en deux jumeaux dont l'un se dirigera directement vers la matrice, tandis que l'autre, représenté au-dessous, traversera un dispositif à retardement, sorte de handicap qui lui fera subir un retard d'une longueur, soit le temps exact de balayage d'une ligne. À la prochaine ligne, on émettra un signal rouge, qui à la réception subira le même traitement. Dédoublement, puis dispositif à retard pour l'un des jumeaux, et ainsi de suite. Bien sûr, ce qu'on voit là au ralenti avec des temps d'arrêt se déroule en réalité de façon ininterrompue à la cadence de plus de 15 000 lignes à la seconde. Que se passe-t-il à chaque instant à la sortie de cette double voie? À chaque instant, un signal bleu et un signal rouge sont présents. Mais alors que le signal bleu, n'ayant subi aucun retard, est bien celui de la ligne en cours de transmission, le signal rouge est un signal retardé emprunté à la ligne précédente. Ce sera l'inverse pour la ligne suivante. Signal rouge normalement transmis, signal bleu emprunté à la ligne précédente.
il ne reste plus qu'à aiguiller tous les signaux de même couleur vers l'entrée correspondante. C'est le rôle de l'inverseur électronique, automatiquement déclenché par les impulsions de balayage. Ainsi, ligne après ligne, le processus se répète et l'image se reconstitue. Tel est le principe du balayage alterné, l'une des bases du nouveau procédé, du procédé proposé pour l'Europe, le SECAM. Ce balayage alterné, exploitant 2 fois sur 2 lignes voisines une même information de chrominance, entraîne une baisse de la définition verticale. Mais cette définition verticale est toujours très largement supérieure à ce que l'œil demande. Sa réduction entame à peine la marge énorme par rapport à la définition horizontale transmise à bande réduite. Une image parfaite et pourtant un seul signal de chrominance à transmettre à la fois. Avec cet atout technique considérable, le système SECAM a pu choisir pour la sous-porteuse de chrominance et son signal unique le meilleur procédé de transmission, la modulation de fréquence, celle de la haute fidélité. En modulation de fréquence, l'onde supportant le signal conserve une amplitude rigoureusement constante. Le signal ne la modifie pas. La fréquence de la sous-porteuse caractérise le blanc de référence. Les fréquences qui s'en écartent caractérisent les autres points de couleur. Les signaux primaires, issus de la caméra rouge par exemple, modulent la fréquence de référence suivant la dose de primaire rouge. Un point se déplaçant vers le turquoise correspondra à une augmentation de fréquence. Une fréquence supérieure à la fréquence de référence caractérise donc le turquoise. Inversement, en se déplaçant vers le sommet rouge, la fréquence caractéristique diminue en passant par la fréquence de référence du blanc. Ainsi, la modulation de fréquence rend-elle compte de la position exacte des points de couleur. Incluse dans sa modulation de fréquence, la chrominance du SECAM est prête à affronter les péripéties de la transmission. C'est un signal robuste. Il y a dans la théorie de l'information une loi physique qui tente à désorganiser tout message, à le noyer dans le bruit de fond général du monde électromagnétique qu'il traverse, comme dans ses ennemis plus proches que sont les parasites industriels. Mais la chrominance elle-même constituait à un certain degré un signal parasite pour l'image de luminance reçue par les téléviseurs noirs et blancs. Et c'est encore la modulation de fréquence, avec son amplitude rigoureusement constante, bien en dessous de l'amplitude de luminance, qui offre la protection la meilleure contre cet effet parasite. Cette modulation apporte encore d'autres avantages. Les altérations que subit la phase, calage au temps zéro de tout phénomène vibratoire, modifient le phénomène. Si l'information est liée à la phase, elle en subira des fluctuations. En modulation de fréquence, l'information est contenue dans le nombre d'oscillations comptées par le récepteur. Donc, l'information de teinte dans le SECAM ne sera pas affectée normalement par les altérations de phase. Qualité fondamentale qui permet au signal de franchir correctement les longues lignes de transmission, des relais aux émetteurs en passant par les faisceaux hertziens. Au studio même, cette qualité permet au SECAM d'enregistrer ses signaux sur les magnétoscopes classiques du noir et blanc. Nouvel avantage, au moment où l'enregistrement magnétique des programmes de télévision s'affirme comme l'un des meilleurs outils des réalisateurs. En bout de chaîne, le téléspectateur est le grand bénéficiaire de toutes ces améliorations. Il ne trouvera pas sur son téléviseur couleur davantage de boutons à régler que sur le téléviseur noir et blanc. La teinte, transmise rigoureusement par la modulation de fréquence, n'a pas à être réajustée. L'image en couleur, émergeant de signaux fidèles et stables, apportera l'authenticité du monde réel. Ce monde est en couleur et son image ne pouvait vraiment pas être condamnée au noir et blanc.